Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Judith, bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix. Vos 3 mots du jour: puissance, tsunami et restitution. L'Europe n'a pas été assez crainte, elle ne se vit pas comme une puissance. Première réaction d'Emmanuel Macron ce matin au Conseil des ministres. À cet accord commercial Europe-USA, nous n'en resterons pas là, assure le chef de l'État. Alerte au tsunami rétrogradé, voire levé dans plusieurs pays du Pacifique. Un puissant séisme à l'est de la Russie a déclenché d'énormes vagues de l'Asie jusqu'aux côtes américaines en passant par la Polynésie française. Et puis le gouvernement présente un projet de loi pour accélérer la restitution des biens pillés à l'époque coloniale. Restitution à leur pays d'origine. Je partage une forme de déception. Alors, on va l'entendre ça dans un instant. On va l'entendre dans un instant, le président du MEDEF. Mais d'abord, ces propos du chef de l'État, Emmanuel Macron. Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. L'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance. Ces propos, ce sont ceux donc du chef de l'État ce matin au Conseil des ministres. Propos rapportés par des participants. Et c'est la première réaction du président de la République à cet accord entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. 15% de droits de douane non réciproques sur les marchandises européennes qui arrivent aux États-Unis. Nous n'en resterons pas là, sur le chef de l'État. C'est effectivement un deal déséquilibré, ajoute comme en écho le patron des patrons, donc Patrick Martin, le président du MEDEF. Je partage une forme de déception, en tout cas, à l'égard de ce qui se dessine. J'insiste sur ce point, ça n'est pas encore complètement et en détail arrêté. Donc oui, on aurait préféré que l'Europe, en se coordonnant mieux, et puis en amont, en se musclant, je dirais, sur le plan économique, établisse un rapport de force plus équilibré avec les États-Unis. Voilà, le président du MEDEF, Patrick Martin, c'était en arrivant à une réunion au ministère de l'économie tout à l'heure. Michael Sherman, le moins qu'on puisse dire, c'est que Ursula von der Leyen ne fait pas l'unanimité côté français. Alors il y a les élites et il y a le peuple. Elle fait peut-être l'unanimité du côté des élites. Les élites disent non, puisque le président dit que la combat et le Premier ministre a dit qu'on était faible. Donc il désavoue, le président de la République et le Premier ministre désavouent Ursula von der Leyen. Et la semaine d'avant, il se faisait des amabilités, des politesses. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça c'est de la diplomatie, c'est autre chose. Ou de l'hypocrisie, je sais pas. Mais vous voulez pas qu'ils se disputent quand même? Tout dépend. Mais en fait, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une incohérence totale. Une semaine, ils s'entendent, la semaine d'après, ils s'entendent plus. Pour le peuple et les travailleurs, ils n'y comprennent rien. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Même les patrons, d'ailleurs, on entend Patrick Martin, il n'y comprend rien non plus. Les patrons, les premiers patrons qui payent des charges et qui permettent aussi et qui participent à l'économie du pays. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le discours du président de la République, par l'hyper-communication présidentielle, en tant que simple citoyen, c'est incompréhensible. Il faut comprendre que nos citoyens ne comprennent plus les messages du président de la République. Oui, mais c'est pas la question, là, c'est sur l'Europe. Mais sur l'Europe ou même sur la politique intérieure. Je veux dire, c'est toujours le même sentiment des Français. On ne comprend plus ce président de la République. À chaque prise de parole, on ne sait pas à qui il parle et pour qui il parle. Mais et vous avez compris Ursula von der Leyen? Mais on ne comprend pas non plus Ursula von der Leyen. Ça me rassure. Okay. Mais je veux dire, c'est que c'est pareil. C'est qu'en fait, il faut se mettre à la place des Français aujourd'hui qui ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils payent des charges sociales, ils payent des impôts, ils ne comprennent pas où ça va, ils ne comprennent pas pourquoi ces décideurs prennent la parole et pour qui et quels intérêts sont défendus. Et pour en revenir un petit peu à ces 15% de douanes qui sont non réciproques en fait, c'est-à-dire que nous on va investir à fond, on va payer 15% de douane sur nos exportations, et puis en échange les États-Unis c'est pratiquement zéro, à part sur le secteur de l'aéronautique et quelques petits secteurs. On est quand même assez faible logiquement comparativement effectivement aux États-Unis, Émilie Perrier. Mais en réalité, moi ce que je vois dans cet accord, c'est que la Commission européenne a acheté la paix. Ils ont acheté la stabilité, ils ont acheté le fait que les enchères sur les droits de douane allaient justement arrêter. Et ils ont un petit peu fixé les choses avec un interlocuteur qui est essentiellement axé sur le protectionnisme de son pays. Mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Alors moi ça me fait plus penser à un rapport de force entre la tête exécutive de l'Union européenne qui va se réunir très bientôt, parce que cet accord il va pas s'appliquer comme ça. Ursula von der Leyen c'est pas la seule signataire. Il faut que les 27 valident, rappelons-le. Exactement. Et il faut pour cela qu'il y ait aussi des luttes d'influence au niveau des instances européennes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il va y avoir un débat, il va y avoir nécessairement des points de vue qui seront donnés, et il va aussi y avoir des positions qui peuvent être fermes, et ça je l'espère. Alors on oublie dans les histoires de taxes la problématique, enfin dans les histoires de douane, de droits de douane, la question des surtaxes, parce qu'on n'a pas que les 15%, il y a aussi d'autres taxes sur les matières, notamment l'acier et autres qui doivent être payées par les entreprises qui exportent.
Alors, le grand regret de certains industriels, ça serait que les vins et spiritueux sont pas pris en compte, en fait, dans ce cadre-là. Oui, ils sont pas pour encore la fixés, France, c'est très stressant. voilà. Ouais. Et c'est encore de l'instabilité qui paralyse l'investissement. Félix, votre deuxième mot, tsunami, avec cette alerte dans tout le Pacifique. Oui, tout est parti d'un séisme de magnitude 8,8 à l'extrême-orient russe. Ça, c'est l'intérieur d'une maison à l'est de la Russie. De là, s'est déclenché un tsunami qui a mis tout le Pacifique en alerte. Ici, les sirènes à Hawaï, où des files de voitures se sont alignées pour fuir, notamment les zones côtières ou les zones trop basses, des processions comparables au Japon pour fuir vers des zones plus en hauteur. Alerte au tsunami au Pérou, en Colombie, au Mexique, en Équateur. Mais finalement, les alertes ont été levées, notamment en Russie, rétrogradées au Japon, et même des évacuations annulées du côté de Hawaï. Hawaï, où le gouverneur Josh Green s'est finalement voulu rassurant ces dernières heures. Everything has been okay so far. We haven't seen a big wave. Écoutez, tout va bien pour le moment. Nous n'avons pas vu de grosses vagues, mais quand l'eau s'est retirée à Alewa, nous avons vu des bateaux échouer sur des rochers et sur le sable. Ça nous a fait nous interroger. Ce genre de phénomène, ça se produit pas sans raison. Quand l'eau se retire comme ça signifie qu'il y a de l'activité dans l'océan. Nous croisons donc les doigts pour ne pas subir un gros tsunami. Encore une fois, les gens ont été très prévenants, très prudents. Nous leur en sommes reconnaissants. Voilà pour le gouverneur de Hawaï, un séisme et un tsunami qui a fait des blessés à l'est de la Russie, mais aucun pays ne rapporte de morts à l'heure qu'il est. Prudence de mise en Polynésie française, où des vagues pouvant aller jusqu'à 4 mètres étaient redoutées, notamment sur les îles Marquises. La Polynésie française qui se réveille en ce moment même après une nuit qu'on imagine agitée, forcément. Votre troisième mot, restitution. Le gouvernement présente un projet de loi pour restituer les biens pillés, à l'époque de la colonisation. Le texte va faciliter le départ de ces biens des collections nationales françaises vers leur pays d'origine, comme l'a indiqué la porte-parole du gouvernement Sophie Primas ce matin lors de son compte-rendu du Conseil des ministres. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a également présenté un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Il crée dans le Code du patrimoine une dérogation au principe d'inaliénabilité pour les œuvres qui ont fait l'objet d'une appropriation illicite entre 1815 et 1972. De portée géographique universelle, il doit aussi permettre de renouveler les relations de la France avec ses partenaires africains. Ce texte contribue ainsi à la reconnaissance et à l'apaisement des mémoires voulu par le chef de l'État depuis 2017. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Et la fameuse inaliénabilité. Inaliénabilité. Dites-le 3 fois très vite, c'est difficile. Émilie Perrier, ça fait partie des choses qui semblent évidentes de nos jours ? Alors, évident, oui et non, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une problématique assez importante et en réalité, il y a toute une procédure qui se met en place lorsqu'un pays revendique des biens qui auraient été pillés pendant la période indiquée. Il y a des enquêteurs spécialisés auprès du ministère de la Culture qui justement retracent l'itinéraire de ces biens. Et par la suite, il peut y avoir aussi des, entre guillemets, levées de boucliers de musées qui, eux, ont pu acquérir des collections qui sont positionnées pour acheter des biens et qui se disent pourquoi est-ce que ces pays-là ne feraient pas la même chose. On entend bien l'avocate là, qui pèse le pour et le contre. Là, c'est important. Exactement. Faut pas aller vite en besogne. Nuancé. Oui, c'est important. Voilà. Michael Sherman, vous êtes pour la nuance aussi ? On est toujours pour la nuance en politique parce qu'on veut faire attention à pas vexer nos administrés. Après, dans le cadre de la réparation des mémoires, c'est normal, c'est des chantiers culturels et de différents ministères, et d'ailleurs c'est des travaux interministériels. On l'a dit depuis 2017, donc Sophie Primas s'efforce de dire inaliénabilité. Inaliénabilité. Vous aussi, vous n'y arrivez pas. Mais c'est pour ça que vous êtes deux. Je n'utilise pas. Mais vous serez peut-être porte-parole un jour. PPG, je sais pas. Je sais pas si. Ne souhaitez pas de malheur comme ça. Mais c'est bien, c'est un beau métier. C'est du marketing, c'est des. Mais le marketing est un art aussi. Il faut pouvoir faire du marketing. On salue Sophie Primas qui le fait très bien. Mais voilà, c'est important. On a une histoire, je pense qu'il faut assumer. Si ça peut réparer des cœurs et aujourd'hui favoriser le dialogue entre nos pays alliés et notamment dans les accords Sud-Nord, Sud-Sud, etc.
il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Bon. Émilie Perrier, à l'époque de la cancel culture, où finalement notre histoire, on a tendance à la mettre dans un tiroir pour pouvoir recommencer certaines exactions ou autres, on en entend beaucoup parler en ce moment, c'est quand même un projet qui marque le coup de l'importance de l'histoire. Justement. Bien sûr, et puis en particulier de l'histoire culturelle. On a vu qu'il y a eu énormément de ruptures entre la France et ses anciennes colonies, initiées par les questions géopolitiques qui ont vraiment tendu les relations, et je pense que ça peut être un motif aussi de réconciliation, de reprendre justement une histoire qui est commune en réalité. Et il faut que aussi ces biens puissent être mis en lumière auprès d'enfants français, parce que malheureusement la colonisation n'est pas assez enseignée encore aujourd'hui. Et je précise que la Statue de la Liberté à Paris est un cadeau, donc on ne la rendra pas. Hein. Michael Sherman, pour axer justement sur l'éducation et ce qu'on transmet à nos jeunes, c'est aussi effectivement une bonne manière de leur donner à voir et de leur donner à apprendre ce qui s'est passé dans notre histoire, et pourquoi c'est important de restituer certains biens, effectivement, en l'occurrence. Je pense que ça participe à l'effort éducatif, évidemment, d'enseigner l'histoire, parce qu'en fait, on connaît très peu notre histoire. Il y a de nombreux sondages qui sont publiés chaque année où les enfants ne savent pas ce qu'est l'esclavage ou la Shoah ou d'autres thèmes comme ça. Et je pense que c'est important dans ce qu'on appelle la conjugaison des mémoires. Il y a énormément d'opposition aujourd'hui où il y a une concurrence mémorielle. Moi, dans le cadre associatif, notamment avec l'association, on était reçu plusieurs fois à l'Élysée dans le cadre de projets mémoriels avec Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire de l'Élysée. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette concurrence mémorielle où à chaque fois qu'on veut parler d'un sujet, vous comprenez, si on parle de ce sujet, on va nous demander de parler de ce sujet-là. Et voilà, je pense que le terme de conjugaison des mémoires aujourd'hui, c'est un effort, quels que soient les partis politiques, qui est important pour justement se rappeler d'où on vient, pour mieux construire l'avenir. Si vous avez un doute entre qui est le plus vieux, entre Louis XIV et Louis XVI, il y a un moyen mnémotechnique simple. Exactement. C'est que le 16 est après le 14. C'est ça. Voilà, bravo. Merci. C'est déjà ça. C'était l'info de si vous voulez marquer des points au bac. Sinon, pour 1789, il y a 7-8-9 aussi. C'est vrai aussi. Bien. Allez, merci beaucoup, Félix, monsieur.